Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour notre cours à distance. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, nous avons vu le chapitre 4 sur les revenus mobiliers. On a donc clôturé cette partie en faisant les exercices. Je passe donc maintenant au chapitre suivant qui concerne les revenus professionnels. C'est un chapitre assez important, donc on va y rester un petit temps. Alors, les revenus professionnels, c'est donc une autre catégorie de revenus que l'on peut accumuler dans le cadre d'une vie quotidienne. Et donc, ces revenus, ils sont taxables à l'IPP, donc il faut les déclarer. Alors, les revenus professionnels, il faut entendre revenus professionnels de plusieurs manières. En fait, il existe plusieurs catégories de revenus professionnels. Il y a les rémunérations de salariés qui vont en fait concerner le cadre 4, et c'est ce cadre 4 qu'on va certainement donc analyser ensemble. Mais il y a aussi les rémunérations des dirigeants d'entreprise et les rémunérations des conjoints aidants. Les dirigeants d'entreprise, ça va être dans la partie 2 que ces personnes vont devoir déclarer ces rémunérations au cadre 17 et les conjoints aidants au cadre 21 dans la deuxième partie. Qui gagnent aussi des revenus professionnels? Les personnes qui touchent ce qu'on appelle des rémunérations de remplacement. Donc les rémunérations de remplacement, comme des allocations de chômage, comme des allocations maladie, invalidité, tout ça, en fait, est considéré comme du revenu professionnel et donc va devoir être déclaré au cadre 4. Ce qu'on trouve aussi et qu'on entend comme revenu professionnel, c'est tout ce qui concerne les pensions. Alors les pensions, ça, on verra dans un autre chapitre, on s'y arrêtera. On considère ça encore comme des revenus professionnels dans le sens où ce sont des revenus qui viennent remplacer finalement votre revenu professionnel. Donc c'est pour ça qu'on le met dans cette catégorie. Mais ça, ce sera un tout autre cadre, ce sera un cadre 5 qu'on analysera par après. Alors, on trouve également les bénéfices d'une entreprise. Ça, c'est aussi à la partie 2 dans le cadre 18. On dit que ces bénéfices d'une entreprise sont imposables quand ils sont connus. Alors, qu'est-ce que les bénéfices d'une entreprise? Une entreprise, ce n'est pas une société, comme vous pourriez le penser. Une entreprise, c'est simplement faire une activité industrielle, commerciale ou agricole, et de cette activité, tirer des bénéfices. Et donc, ces bénéfices que l'on tire d'une entreprise, donc ici c'est bien une entreprise en personne physique, puisque si c'est une entreprise en personne morale, ça concerne l'impôt des sociétés. Or ici, je vous rappelle, on est bien en impôt des personnes physiques. Mais les bénéfices d'une entreprise, on dit qu'ils sont imposables quand ils sont connus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imposable quand ils sont connus? Ça veut dire simplement que dès l'émission de la facture, voilà, donc il y a par exemple un commerçant qui a émis une facture à une personne pour se faire payer pour un service ou un produit qu'il a vendu. Et bien dès qu'il émet cette facture, on considère que le montant qui est indiqué cette facture, même si le commerçant n'a pas encore été payé, est déclarable et est imposable. Donc, dès l'émission de la facture, il y a imposition, donc obligation de déclarer les bénéfices et imposition de ces bénéfices, même s'ils n'ont pas encore été payés. C'est tout le contraire pour ce qu'on appelle les profits d'une profession libérale. Alors, une profession libérale, vous en avez certainement déjà entendu parler. En fait, c'est une profession qui dépend d'un ordre. Un ordre, c'est toute une hiérarchie déontologique à laquelle on doit prêter serment et à laquelle on est tenu par le respect de certaines règles bien précises. Exemple de profession libérale, un avocat, un médecin, un comptable d'ailleurs, un architecte, etc., etc. Donc une profession libérale, ça a vraiment sa spécificité. Il faut respecter certaines règles déontologiques. Alors quand on exerce une profession libérale,
Ce qui en ressort comme rémunération, on appelle ça des profits, donc pas du tout des bénéfices. Et donc ces profits, bah, ils doivent être bien sûr déclarés dans la déclaration, mais ça c'est à la partie 2, cadre 19, puisqu'ils sont taxables. Mais attention, ils sont imposables, donc taxables, eux, quand ils sont payés. Donc ce qui est tout à fait différent du précédent. En fait, effectivement, c'est différent parce que ici, quand on dit qu'ils sont imposables quand ils sont payés, ça veut dire que ce n'est pas l'émission de la facture, c'est lorsque vraiment le montant est arrivé entre les mains de la personne qui exerce la profession libérale. Donc, par exemple, un avocat qui met une facture à un client pour qu'il se fasse payer, ben, c'est que lorsque le client aura réellement payé la facture que le montant que l'avocat reçoit sera déclarable et imposable à l'IPP. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. Alors, sont considérés comme des revenus professionnels également les bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure, effectivement. Donc, si j'ai exercé une profession antérieure que je n'ai pas pu les déclarer pour quelque raison que ce soit, eh bien, je dois le faire dans la partie 2, cadre 22. Alors, vous voyez que toutes ces rémunérations sont considérées comme des revenus professionnels, mais on ne va pas voir tous ces cadres. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est le cadre principal qui revient le plus régulièrement pour le contribuable classique, c'est-à-dire le cadre 4. Donc, on va analyser ce cadre 4 ensemble et on va voir ce qui peut rentrer dedans. Alors, ce cadre 4, si vous le prenez devant vous, vous voyez qu'il est intitulé donc traitement, salaire, prépension, revenu de remplacement. Qu'est-ce qu'on va devoir indiquer dans ce cadre 4? Vous voyez, il y a un code 250, hein, donc c'est là-dedans qu'il va surtout y avoir la déclaration du salaire. Mais on va déclarer tous les revenus professionnels, sauf les pensions qui ont leur cadre spécifique, le cadre 5, et tous les revenus d'indépendants qu'on a précités, que ce soit indépendant dans le cadre d'une entreprise en personne physique, dans une profession libérale, en tant que conjoint aidant, etc. Mais sinon, donc si on n'est pas indépendant et si on n'est pas dans le cadre d'une pension, les revenus professionnels doivent être déclarés dans ce cadre 4. Exemple, les rémunérations qu'on touche de l'employeur, les allocations de chômage, les indemnités maladie et ce qu'on appelle les avantages de toute nature. On va en parler la prochaine fois. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce cadre 4, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ce cadre 4 et donc qui n'est pas considéré comme taxable. Chance, il existe quand même encore euh, des montants que l'on touche et qui ne sont pas considérés comme taxables. C'est quoi par exemple? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc, ça veut dire quand on a des enfants, on touche de la sécurité sociale, un certain montant, qui augmente au fur et à mesure qu'on a des enfants en plus. Ben, ça, c'est pas du taxable. Les allocations de naissance, donc on reçoit quand un enfant naît, allocation d'adoption quand on adopte, allocation d'handicapé, c'est pas taxable non plus, allocation de pompier, protection civile ambulancier volontaire. Vous savez peut-être tous que dans le cadre de ces métiers, on peut se porter volontaire. Quand on se porte volontaire dans ces trois métiers-là, on peut toucher ce qu'on appelle des indemnités. Ces indemnités ne sont pas taxables pour autant qu'elles ne dépassent pas un certain montant. Et ce montant cette année, c'est 6 120 euros. Donc, si je ne touche pas plus que 6 120 euros, eh bien, je ne serai pas taxée. Si je touche plus que ça, malheureusement, je serai taxée sur tout ce que je touche. Alors, on va voir que ne rentre pas non plus dans l'imposition ce qu'on appelle les frais de déplacement, mais de manière limitée. Effectivement, on va voir plus tard que notre employeur peut toujours nous payer des frais de déplacement, mais on va voir que ce n'est pas taxable dans une certaine limite. Les indemnités de bénévolat. Alors, le bénévolat, c'est le fait d'effectuer une prestation de manière tout à fait désintéressée, c'est-à-dire gratuitement. Ça existe beaucoup, hein, bénévolat. Donc on appelle les bénévoles, font certains petits travaux dans le cadre, je ne sais pas, d'écoles,
de devoirs, d'hôpitaux, de maisons de repos, etc. Ces personnes peuvent aussi toucher une indemnité et cette indemnité ne sera pas taxable pour autant qu'elle ne dépasse pas aussi un certain montant. Et cette année, c'est 1388,40 euros. Dans le monde sportif, il existe aussi beaucoup de bénévolat. Il y a des gens qui se portent coach, entraîneurs, coordinateurs, etc. Eh bien, ces personnes peuvent aussi toucher des indemnités et ces indemnités ne seront pas taxables pour autant que ça ne dépasse pas 2549,90 euros. Ça touche le monde sportif et ceux qui apportent des soins dans le cadre hospitalier. Alors, ne rentre pas non plus dans l'imposition ce qu'on appelle les avantages sociaux. Les avantages sociaux, on va en parler plus tard, on les déterminera. Alors, quels sont les contribuables qui doivent déclarer leur rémunération dans ce fameux cadre 4? Eh bien, tous ceux qui sont considérés comme travailleurs. Alors, un travailleur, c'est pas seulement un salarié. En fait, en réalité, il y a plusieurs personnes qui rentrent dans cette définition de travailleur et qui doivent remplir le cadre 4. Alors, qui ça? Ben, les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires étant donc des travailleurs qui prestent pour les services publics, les administrations, par exemple l'administration de votre commune, l'administration d'un service public fédéral, les enseignants, les policiers, voilà, toutes ces personnes-là sont des fonctionnaires. C'est aussi les employés, les ouvriers, bien qu'on ne fasse plus vraiment la différence entre les deux. Un employé étant un travailleur qui preste un travail intellectuel, comme on dit, et un ouvrier, un travail manuel. Les militaires, donc les militaires qui reçoivent un traitement, sont des travailleurs. Les magistrats, c'est-à-dire tous les juges, qui donc siègent au sein de cours et tribunaux. Les membres d'un pouvoir exécutif. Alors vous avez dû apprendre en droit civil ce que c'était que le pouvoir exécutif. Donc je vous rappelle, les ministres font partie du pouvoir exécutif. Eh bien, les ministres, même s'ils sont payés par l'État et quel que soit le montant qu'ils reçoivent, ils doivent évidemment les déclarer, ils sont taxés dessus, et c'est bien dans le cadre 4, comme un simple salarié, qu'ils doivent le faire. Certains sportifs ou artistes, on va en reparler après. Les ministres du culte. Alors un ministre du culte, c'est donc quelqu'un qui est relié à une religion, d'accord, et qui prêche, comme un curé, un imam, voilà, ça ce sont des ministres du culte. Par contre, les membres d'un pouvoir législatif ne sont pas considérés comme des travailleurs qui doivent déclarer au cadre 4. Donc ça aussi, vous avez dû voir en droit civil, pouvoir législatif, donc par exemple les parlementaires, eux, ce qu'ils reçoivent en main, donc ils sont payés évidemment pour la mission qu'ils exercent, ce qu'ils reçoivent en main comme rémunération, on appelle ça des jetons de présence. Donc ces jetons de présence, c'est taxable, mais pas en les déclarant en cadre 4, en les déclarant dans la deuxième partie au même titre que les professions libérales, parce que c'est bien considéré comme profit et pas comme bénéfice. Voilà, donc toutes ces personnes, la rémunération qu'elles reçoivent, elles doivent le déclarer dans le cadre 4. Alors, vous devez savoir, et c'est peut-être votre cas si vous avez déjà travaillé, que chaque contribuable reçoit une fiche fiscale de revenus. Alors, une fiche fiscale de revenus, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était, mais si vous avez travaillé, vous avez dû déjà recevoir ce genre de fiche. Ce genre de fiche, je vais vous montrer, ça ressemble à ceci. Et donc, c'est une fiche que chaque contribuable reçoit chaque année. On reçoit à peu près ça vers le mois d'avril-mai. Et donc, c'est une fiche qui va faire le descriptif du salaire que vous avez touché cette année en travaillant auprès de votre employeur. Alors, il y a plusieurs fiches. La plus classique, c'est ce qu'on appelle la fiche 281.10. Donc, tous les salariés reçoivent cette fiche. Et donc,
ça démontre tout ce que vous avez reçu cette année. Et en fait, c'est une fiche qui est importante parce qu'elle va vous permettre de pouvoir remplir votre déclaration correctement. Et en plus, cette fiche est bien faite parce qu'elle vous aide. Vous voyez qu'ici, il y a des petits chiffres. Et en fait, ces chiffres vous aident à remplir votre déclaration. En fait, ils font référence au code que vous devez remplir. Et là, vous avez des montants. Donc, par exemple, ici, on voit que cette personne devrait déclarer 22 812,49 dans le code 250. Si on va plus loin, on voit que dans le code 254, elle devrait déclarer 479,57. Dans le code 284, 2272,56. Donc c'est une fiche qui est vraiment importante parce qu'elle vous aide beaucoup à remplir votre déclaration fiscale. Donc si vous devez le faire pour quelqu'un d'autre, la première chose à demander à ce quelqu'un d'autre, c'est de vous fournir sa fiche fiscale de revenus. Alors parfois il y en a qui la perdent, etc. Donc il faut pouvoir peut-être demander un duplicata à l'administration. Alors, je reviens ici à mon PowerPoint. Donc cette fiche fiscale, vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très utile. En cas de mariage ou de cohabitation, chaque partenaire va déclarer les revenus professionnels qu'il a reçus, peu importe le régime matrimonial. Donc attention, ce n'est pas du tout comme les revenus immobiliers et mobiliers que l'on a vus. Ici, le régime matrimonial n'a aucune incidence sur la déclaration. Donc ça veut dire que chaque partenaire, donc s'ils sont dans une déclaration commune, doit bien déclarer ce qu'il a perçu dans sa propre colonne. Il n'y a pas à diviser en deux ou quoi que ce soit si on devait être en communauté. D'accord? Donc c'est une exception au principe que l'on a vu pour les revenus immobiliers et mobiliers. Alors, ces revenus professionnels, ils sont imposables globalement. Je vous rappelle, donc imposable globalement, ça veut dire que ces revenus font partie d'un gros paquet dans lequel, voilà, on va accumuler, on va mettre les revenus professionnels, on va mettre dedans les revenus immobiliers, on va mettre dedans une rente alimentaire, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a ce gros paquet, eh bien, la taxation va se faire au taux progressif. Taxation au taux progressif que je vous ai déjà montré il y a un petit temps, le fameux tableau avec les taux qui commencent de 25 et qui se terminent à 50%. Tableau que l'on reverra évidemment un peu plus tard. Alors, je fais une petite parenthèse sur le cas particulier des sportifs. Petite parenthèse, parce que c'est toujours intéressant. Il y en a souvent parmi les étudiants qui se rencontrent ce genre de situation, donc j'en dis toujours 2-3 mots. Alors, le cas particulier des sportifs qui vont devoir déclarer soit en cadre 4 au 273, soit au cadre 19 658 s'ils devaient être indépendants. Alors en fait, pour les sportifs, il y a un régime fiscal adapté, mais pas pour tous les sportifs. Pour ce qu'on appelle les jeunes sportifs, donc un jeune sportif, c'est un sportif qui a entre 16 et 25 ans inclus au 1er janvier de l'exercice d'imposition. C'est toujours le 1er janvier l'exercice d'imposition qui revient. Si le jeune sportif a dans cette tranche d'âge-là et qui n'est pas un travailleur indépendant, la rémunération qu'il va toucher en tant que jeune sportif va devoir être déclarée et l'imposition qui va ressortir va être ce qu'on appelle une imposition distincte. Donc ça veut dire que c'est bien une exception à ce que je viens de dire. Ça ne va pas faire partie du package d'imposition globale. Cette imposition distincte va être favorable parce que cette rémunération va être taxée seulement à 16,5%, mais jusqu'à une certaine limite. Cette année, c'est 20 070 €, donc pour l'exercice 2020. Mais donc ce qui est favorable, puisque si vous vous souvenez des taux progressifs, vous pouvez retrouver ça dans les premiers slides, hein, les taux progressifs commencent à 25% et se terminent à 50%. Donc ici, c'est un taux favorable, ça veut dire qu'on le met à part, on ne le met pas dans le paquet,
et on va calculer une taxation de 16,5%. Si on est au-delà de ce montant, bah là, après, on va revenir à des taux progressifs, donc on va réutiliser le tableau classique de taux progressifs. Alors, il y a une autre catégorie qui bénéficie aussi d'un régime fiscal adapté. Ce sont les autres sportifs qui exercent leur sport de manière accessoire, indépendant ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes, en fait, ont une profession principale, en tant qu'indépendants ou non, et qu'à côté de cette profession principale, ils exercent leur sport de manière accessoire. D'accord? Donc, ce n'est pas leur activité principale. Eh bien, la rémunération qu'ils touchent de manière accessoire, il y a aussi une imposition distincte. Alors là, l'imposition distincte n'est pas aussi favorable que pour les jeunes. L'imposition distincte se fait ici à 33%, donc c'est 2 fois plus que les jeunes, juste que toujours à cette limite de 20 070 euros, et après sont des taux progressifs. Alors ça reste quand même intéressant, parce que même si les taux progressifs commencent à 25%, je vous rappelle qu'on arrive très vite à du 40, 45, 50%. Donc quelqu'un qui aurait une profession donc principale, et donc ici ce serait le cas, ben, arriverait très vite à du 45 ou 50%. Eh bien, peu importe, s'il a de la rémunération en tant que sportif accessoire, eh bien jusque-là, ce sera imposable distinctement, donc à côté, à 33%. Alors, c'est une manière en fait d'encourager le sport chez nous, parce que ben voilà, il n'y a pas énormément de subsides qui sont donnés aux sportifs, donc leur donner un régime fiscal adapté, c'est déjà ça. Alors attention, hein, on ne parle pas du joueur de foot qui gagne des millions d'euros, hein, qu'il soit jeune ou pas, il ne rentre pas évidemment dans ces catégories, puisque un joueur de foot qui gagne autant, il est indépendant s'il est jeune, et si il est moins jeune, c'est pas une activité accessoire, c'est bien une activité principale. Donc lui, il paye ses impôts comme tout le monde. Mais voilà, pour ces personnes-là, je pense surtout, par exemple, aux joueurs de hockey, aux athlètes qui font de l'athlétisme. Ces personnes-là, en général, elles ne savent pas vivre, malheureusement. Euh, et ça, on se demande parfois pourquoi, mais ces personnes ne savent pas vivre de ce sport, et donc ces personnes ont un métier principal. Eh bien, une manière de les encourager, c'est de dire que fiscalement, ils seront moins taxés que les autres. Alors, sont également visées par ce dernier régime toutes les personnes qui font des missions d'arbitre, de formateur, d'entraîneur, et qui ne sont pas indépendants et qui sont donc payés par le club, donc ce ne sont pas des bénévoles, hein. Ils sont payés par le club avec certains montants. Eh bien, ces personnes vont aussi bénéficier de ce régime fiscal adapté. Alors, autre chose de favorable pour ces personnes, pour un sportif qui gagnerait moins d'un certain montant, et cette année c'est 10 612, la cotisation au NSS est beaucoup moins importante. Donc elle ne sera pas de 13,07%, elle sera aux alentours de 7%, donc ce qui fait quand même quelque chose de favorable au niveau de la cotisation que l'on prélève. Et alors, dernier point, au niveau du précompte professionnel, puisqu'il y a une taxation qui se fait sur ces rémunérations. Les clubs sportifs, donc, doivent prélever ce précompte professionnel et le verser normalement à l'administration fiscale. Eh bien, on dit que les clubs sportifs peuvent conserver une grosse partie de ce précompte. De ce précompte, ils vont pouvoir garder en fait 80% de ce qu'ils ont en main, mais attention, uniquement dans le but de pouvoir réinvestir cet argent directement dans les infrastructures sportives. Donc ça, c'est aussi un moyen pour l'État de ne pas subsidier directement les clubs sportifs, mais de le faire via le précompte professionnel qu'on leur dit qu'ils peuvent garder à hauteur de 80% pour pouvoir eux-mêmes subsidier leurs infrastructures. Voilà, donc c'est quelque chose
d'assez favorable, pour autant évidemment qu'on rentre dans ces conditions. Alors, dans ces revenus professionnels, une chose est importante à connaître parce qu'elle aide pas mal de contribuables et soulage pas mal de contribuables justement dans l'impôt que l'on calcule dans leur chef. C'est ce qu'on appelle le quotient conjugal. Alors, le quotient conjugal, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le fait de dire qu'une partie des revenus professionnels d'un partenaire va pouvoir être attribuée à l'autre pour le calcul d'imposition. Alors, attention, ici c'est quelque chose de fictif, hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait vraiment. C'est-à-dire que si je prends la situation typique de quelqu'un qui, voilà, deux partenaires mariés, l'un travaille et l'autre pas, parce qu'il a décidé de s'occuper des enfants, par exemple, c'est vraiment une situation classique, eh bien, les revenus professionnels que touche le partenaire qui travaille va pouvoir fictivement être transféré pour une partie à l'autre partenaire. Fictivement, dans le sens où c'est uniquement pour calculer l'impôt. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça va être une diminution d'impôt. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir descendre à des taux plus bas. Je donne un exemple concret. Imaginons que j'ai des revenus professionnels de 45 000 euros. D'accord? Mon partenaire, mon mari ne travaille pas parce qu'il a décidé de s'occuper de nos enfants, par exemple. Eh bien, sur ces 45 000 euros, si on ne fait pas ce quotient conjugal, je vais être taxée à des taux progressifs qui vont m'amener jusqu'à 50% puisque je dépasse 40 000 et quelques euros. En faisant ce système de quotient conjugal, imaginons donc que je transfère 10 000 euros à mon partenaire, il ne me restera plus entre guillemets que 35 000 euros dans mon chef et 10 000 euros alors dans le chef de mon partenaire. Eh bien avec 35 000 euros, je vais retomber à une taxation plus faible, à savoir à 45%, et mon époux sera taxé sur ces 10 000 à 25%. Donc ce qui fait évidemment toute la différence par rapport au fait que j'aurais dû être taxé à du 50% à mes taux les plus hauts. Alors, qui est-ce qui peut faire ça et quelles sont les conditions? Tout le monde ne peut pas le faire, donc il faut bien comprendre et on va faire des exercices là-dessus. Les conditions pour pouvoir bénéficier du quotient conjugal sont les suivantes. 1. Il faut toujours être dans un lien entre conjoints ou cohabitants légaux. On a vu ce que c'était la différence entre tous les statuts. Donc, si on est conjoint ou cohabitant légal, ça marche. Si on n'est ni l'un ni l'autre, ça ne marche pas. Autre condition importante, on dit que les revenus professionnels nets du partenaire ne doivent pas dépasser 30% des revenus professionnels nets totaux du ménage ou au maximum 10 940 euros. Donc, ça veut dire revenu professionnel net du partenaire, donc celui à qui on voudrait transférer effectivement. Je prends un exemple. Je gagne des revenus de 40 000 euros. Mon partenaire ne gagne rien du tout. Eh bien, il faut, je vérifie, si il y en a bien un des deux qui gagne moins que 30% des revenus professionnels nets totaux du ménage. Dans mon cas ici, si moi je gagne 40 000 et lui rien du tout, ça veut dire que notre ménage a 40 000 euros. 40 000 euros fois 30%, ça fait 12 000 euros. Est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne moins que 12 000 euros? Ben oui, celui qui n'a pas de revenus. Mais attention, ces 12 000 euros, c'est même pas 12 000 euros que je vais pouvoir prendre en compte, c'est un maximum de 10 940. Donc est-ce qu'il y en a un qui gagne moins que 10 940? Ben oui, celui qui ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir transférer fictivement comme montant? Eh bien pareil, on va pouvoir transférer 30% ou le solde du total des revenus professionnels nets du ménage avec un maximum de 10 940 euros. Donc ça veut dire que si je gagne, je ne sais pas moi, 35 000 euros et mon partenaire 5 000, ça veut dire qu'à deux, on gagne 40 000.
On est bien dans les conditions du quotient conjugal. Qu'est-ce que je vais pouvoir transférer? Eh bien, je vais pouvoir transférer le solde des 30% des revenus du ménage sans dépasser 10 940 euros. D'accord? Alors, je vais vous montrer des exemples ici pour voir comment ça fonctionne. On prend le premier exemple. Monsieur et Madame Dupont sont mariés. Monsieur a des revenus professionnels nets de 39 000 euros et Madame ne travaille pas. Est-ce qu'il y a un quotient conjugal qui est possible? Première question. Et deuxième question, c'est la plus importante, pour pouvoir continuer dans le calcul d'impôt, quelle est la base imposable des revenus professionnels de chacun pour le calcul d'imposition? Alors, on va faire l'exercice ensemble. Est-ce qu'il y a un quotient conjugal? Je dois vérifier. Est-ce qu'ils sont conjoints ou cohabitants légaux? La réponse est oui, puisqu'ils sont mariés. Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne gagne pas plus que 30% des revenus professionnels nets totaux du ménage, sans dépasser un maximum de 10 940 euros? Et ici, la réponse est facile parce qu'il y en a un qui ne travaille pas. Mais on va quand même le faire ensemble. Quels sont les revenus professionnels nets du ménage? Alors, revenus professionnels nets du ménage, ça va être 39 000 euros. Vous êtes d'accord? Puisqu'il y a monsieur qui gagne 39 000, madame qui gagne 0. Alors, 39 000 fois 30%, ça fait, faites-le sur votre machine, 11 700 euros. D'accord? Mais attention, maximum, je ne peux pas dépasser 10 940 euros. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne en dessous de 10 940 euros? Pas 11 700, puisque ça c'est trop. Ben oui, madame, puisqu'elle a 0. Du coup, est-ce que je suis bien dans les conditions? Ben oui, mariée avec quelqu'un qui gagne en dessous de ce calcul. Donc, je vais pouvoir calculer ma base imposable pour chacun. Comment je fais? Eh bien, je vais pouvoir transmettre, je vais dire base imposable de madame. Ce que je vais lui transférer, c'est 30%, ou le solde, mais ici elle ne gagne rien, du total des revenus professionnels sans dépasser les 1 940 euros. On a déjà fait le calcul ici pour vérifier la première condition. Donc, ce que je vais pouvoir lui transférer, c'est 10 940 euros. Donc, sa base imposable, elle passe de 0 à 10 940 euros. Et la base imposable de monsieur, si lui, on lui a retiré 10 940 euros, on fait 39 000 moins 10 940 euros. Ça va nous donner combien? 28 060 euros. Donc voilà, je vais me retrouver avec pour madame une base imposable de 10 940 euros et pour monsieur une base imposable de 28 060 euros. D'accord? Alors, je prends le deuxième exemple. Monsieur et madame Durand sont cohabitants légaux. Monsieur a des RP nets de 25 000 euros et madame de 6 000 euros. Est-ce qu'il y a un quotient conjugal possible? Quelle est la base imposable de chacun? Alors, quotient conjugal possible. Première condition, oui, puisque je vous dis qu'ils sont cohabitants légaux. Donc ça, c'est rempli. Deuxième condition, je le calcule. Quels sont les revenus professionnels nets du ménage? Alors, revenu professionnel net du ménage, lui, il a 25 000 et elle a 6 000. Ça veut dire que ce ménage gagne 31 000 euros. D'accord? Alors, 31 000 euros fois 30%, ça me donne 9 300 euros. Et ici, je suis bien en dessous de ce maximum 10 940, donc je reste bien avec ces 9 300 euros.
Est-ce que l'un des deux gagne moins que 9 300 euros? Ben, pas monsieur, mais madame, oui. Du coup, le QC est possible. Je détermine maintenant ma base imposable pour chacun. Ben, la base imposable pour madame, je vais bien jusqu'au maximum de ce que je peux lui transmettre, c'est-à-dire 30% ou le solde du total des revenus professionnels. On l'a calculé ici, c'est 9 300. Or, elle gagne déjà 6 000. D'accord? Donc, je vais pouvoir aller jusqu'à 9 300. Sa base imposable va donc être de 9 300 euros. Je lui ai ajouté 3 300. Si je lui ai ajouté 3 300 à elle, ça veut dire que chez monsieur, sa base imposable, il gagnait 25 000, moins 3 300, c'est ce que j'ai transféré à madame, ça va me donner 21 700 euros. Voilà, donc je vais me retrouver avec la base imposable de madame de 9 300 et de monsieur 21 700. D'accord? Alors vous allez faire des exercices là-dessus juste après. Je termine mon explication. Alors, ce quotient conjugal, il ne faut pas faire une déclaration spécifique pour pouvoir en bénéficier. En fait, l'administration fiscale va automatiquement appliquer ce système du quotient conjugal. Pour autant, évidemment, que c'est plus favorable pour le couple. Hein. D'accord alors, vous pourriez me dire quand est-ce que ce ne serait pas favorable? Si par exemple, parce qu'ici, on parle bien de revenus professionnels, imaginons qu'effectivement, moi, je gagne des revenus professionnels de 40 000 euros et mon mari a zéro en rémunération professionnelle. Oui, mais si à côté de ça, lui, il a plein de revenus immobiliers, ben, ça servirait à rien que moi, je lui transfère de l'argent chez lui, puisque rien qu'avec ses revenus immobiliers, il va rentrer dans une taxation à taux progressif. Donc si je lui ajoute encore de l'argent, il sera peut-être déjà à 50%, donc ça sert strictement à rien de le faire. D'accord? Ou s'il n'était pas à 50%, ce serait l'amener à 50%, alors que moi, j'étais peut-être même pas à 50%. Donc attention, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour ce quotient conjugal, il n'y a rien à faire, et que donc l'administration fiscale, quand elle va commencer ses calculs à l'impôt, elle va regarder s'il y a lieu de le faire, si les personnes sont dans les conditions, et que si c'est plus favorable pour le couple, elle va le faire. Si ce n'est pas le cas, elle ne va pas le faire. Ok? Alors, je vous laisse faire les exercices du chapitre 5, point A. Il y a 5 exercices, ça va même jusqu'à 5 bis. Et donc, je vous pose la même question. Hein. Est-ce qu'il y a un quotient conjugal à appliquer? Et quelle est la base imposable des revenus pour chaque partenaire? Alors, je continue avec le système du conjoint aidant. Je termine par là. En fait, le conjoint aidant, c'est aussi un système par lequel une partie des revenus professionnels d'un indépendant va pouvoir être attribuée au conjoint qui l'aide pour le calcul d'imposition. En fait, un conjoint aidant, vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de ce concept, c'est lorsque dans un couple, il y en a un des deux qui aide l'autre dans l'exercice de sa profession. C'est souvent le cas des commerçants, de l'épicier, du boulanger, du boucher par exemple, ou même tout autre prestataire de service. Il y a un des conjoints qui aide l'autre pour l'exercice de sa profession. Eh bien, si c'est le cas, si on est dans ce cas-là, une partie des revenus de l'indépendant va pouvoir être transférée à l'autre pour le calcul de l'imposition. Donc l'idée est la même. Sauf que ici, c'est plus intéressant que le quotient conjugal. Pourquoi? Parce qu'on dit que le montant qui va pouvoir être transféré, c'est 30% des revenus professionnels nets, voire plus. Donc il n'y a pas de maximum de 10 000 aidés. Je pourrais transférer beaucoup plus. Mais il faut alors le prouver. Je pourrais aller donc même au-delà des 30%. Qu'est-ce que je devrais prouver? Je devrais prouver alors que le conjoint aide pour plus que 30% du temps. À partir de ce moment-là, je pourrais le transmettre, voire peut-être même 40 ou 45%.
Au-delà de 50%, ça n'a aucun intérêt. Du coup, c'est un système qui est peut-être intéressant. Mais attention, il y a deux systèmes ici qui coexistent. Il y a le système qu'on appelle le système de l'attribution et le système de la rémunération. Alors, le système de l'attribution, c'est vraiment très, très, très parallèle au système du quotient conjugal. En fait, il y a une partie des revenus professionnels nets de l'indépendant qui est transférée fictivement, hein, au conjoint aidant pour le calcul de l'impôt, avec les avantages que l'on connaît. Pour pouvoir bénéficier de ce système, il y a évidemment des conditions à remplir. Les conditions sont les suivantes. On dit que le conjoint aidant doit avoir une couverture sociale complète qui soit liée à une autre activité professionnelle. Donc ça veut dire que ce conjoint aidant doit avoir une autre activité avec une couverture sociale complète, donc ça veut dire qu'il cotise à l'ONSS complètement. Et il ne peut pas avoir des revenus professionnels qui dépassent 13 993,78 € pour cette année. Si je suis dans ces conditions, je peux appliquer ce système d'attribution. Sinon, il existe l'autre système qu'on appelle le système de la rémunération. Là, en fait, c'est un système différent qui va permettre d'attribuer réellement, donc ici on n'est plus dans le fictif, on attribue réellement des revenus professionnels au conjoint aidant. Donc on lui donne réellement de la rémunération. Alors pour pouvoir faire ça, et ce qui est intéressant, puisque l'indépendant va évidemment pouvoir déduire ça en frais professionnels, il faut que le conjoint aidant n'ait aucune couverture sociale ou qu'elle soit limitée. Donc il ait peut-être une toute petite profession à côté, mais ou voire pas du tout. Et que ce conjoint aidant soit affilié au statut complet des indépendants. Donc ce conjoint aidant doit évidemment cotiser aux cotisations sociales, doit payer ses cotisations sociales pour pouvoir bénéficier de ce système. Le conjoint aidé va pouvoir alors déduire la rémunération payée comme charge professionnelle, comme tout indépendant d'ailleurs. Et chaque partenaire va déclarer ses propres revenus professionnels et payer ses cotisations sociales en fonction. Vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est justement de faire la balance entre les deux pour essayer d'atteindre le moins possible les taux progressifs les plus élevés. Et donc en partageant entre les deux partenaires, on pourrait y arriver. Voilà, donc ça c'est le système du conjoint aidant qui est parallèle au quotient conjugal, mais ici il n'y a pas de calcul à faire puisque c'est quelque chose de plus particulier. Alors on en reste là pour la matière de ce cours. Faites bien vos exercices, cette histoire de quotient conjugal, il n'y a vraiment rien de compliqué, mais il faut bien connaître la manière dont le procédé s'applique. C'est le principal, puisque sans ça, sinon on ne peut pas avancer dans le calcul d'impôt, que l'on verra plus tard. Voilà, je vous souhaite bon travail, bonne journée et à tout bientôt.